Il n'avait pas arrêté depuis avoir quitté la marine. Il a appris à continuer de bouger, même après que son cœur est devenu silencieux. Jusqu'à une nuit de blizzard sur une route de montagne oubliée, 3 chiots bergers allemands gelés ont forcé un Navy SEAL à faire ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Arrêtez. Avant de commencer, prenez un moment tranquille et dites-nous dans les commentaires d'où vous écoutez aujourd'hui. Votre ville, votre État, ou n'importe où cette histoire vous a trouvé. Nous lisons chaque message et votre présence ici vraiment compte. L'hiver précoce s'était installé sur le haut pays du Colorado avec une détermination tranquille, le genre qui effaçait la couleur sans s'annoncer, adoucissant les bords des montagnes et ternissant le son jusqu'à ce que même le vent semblait se déplacer prudemment. Et le long d'une route étroite qui grimpait à travers pins et granit vers une ligne de cabanes oubliées, Jack Turner conduisait comme il le faisait chaque jour, non pas parce qu'il avait besoin d'aller quelque part, mais parce que le mouvement empêchait son esprit de se tourner vers l'intérieur. Et Jack avait appris il y a longtemps que l'immobilité était dangereuse. Il avait la quarantaine grand et large d'épaules, avec la densité maigre d'un homme dont le corps avait été façonné par des années d'entraînement plutôt que de confort. Son visage anguleux et buriné au-delà de son âge, des pommettes saillantes, un nez droit, légèrement de travers, cassé une fois outre-mer, et une mâchoire qui restait serrée même quand il était seul, ses cheveux coupés courts par habitude, foncés avec des fils gris aux tempes, ses yeux d'un bleu pâle et stable qui rataient très peu, mais révélaient encore moins, des yeux qui avaient appris à observer sans réagir. Les gens qui rencontraient Jack le décrivaient souvent comme poli, mais distant, invariablement calme, un homme qui écoutait plus qu'il ne parlait et ne s'attardait jamais dans la conversation. Et cette réserve n'avait pas toujours été sa nature, parce qu'une fois, avant les missions et les pertes, il avait été facile à rire, rapide à faire confiance. Mais un déploiement qui s'est terminé avec lui portant 2 hommes hors d'une vallée et en laissant un 3e derrière, avait changé la façon dont son cœur avait appris à se protéger. Non par la colère, mais par le silence. La cabane où il vivait était seule sur une crête au-dessus de la route, construite en rondins assombris et entourée d'arbres couverts de neige, un endroit choisi précisément parce qu'il ne lui demandait rien. Et à l'intérieur, il y avait peu de signes d'une vie vécue, seulement une petite cuisine, une table marquée par l'âge, un poêle à bois qui brûlait régulièrement, et une photographie retournée face contre terre dans un tiroir que Jack n'ouvrait jamais. Parce que la mémoire, comme l'hiver, ne pouvait être endurée qu'à dose mesurée. Chaque matin, il parcourait le même chemin vers la vallée et revenait, laissant le rythme des pneus sur la neige maintenir le passé à une distance gérable. Et à mesure que la saison s'approfondissait, les tempêtes devenaient plus fortes, enveloppant la route de blanc et rétrécissant le monde à tout ce qui se trouvait à la portée de ses phares. Sous la crête, à la lisière de la petite ville nichée dans la vallée, Madame Eleanor Brooks commençait sa journée avec un type de routine différent. Une routine enracinée non pas dans le mouvement, mais dans l'attente. Et bien qu'elle ait 70 ans, elle se portait avec une dignité droite qui parlait d'années passées à refuser de s'effondrer vers l'intérieur, sa silhouette mince mais forte, ses mains stables, sa peau pâle et fine avec l'âge, ses cheveux argentés tirés en un simple nœud qui exposait un visage délicatement ridé plutôt que profondément, comme si la douleur avait souvent traversé sa vie, mais n'avait pas été autorisée à s'y endurcir. Eleanor avait été bibliothécaire scolaire avant sa retraite, une femme connue pour sa gentillesse tranquille et son habitude de se souvenir des noms longtemps après que les autres les aient oubliés. Et elle vivait seule maintenant dans une maison modeste avec un petit porche qui donnait sur la rue, où chaque soir, sans pote, elle allumait la lumière du porche même si personne ne venait jamais, parce que son fils avait une fois plaisanté que la lumière l'aidait à trouver le chemin de la maison quand il était en retard. Et bien qu'il ne soit jamais revenu de son dernier déploiement, Eleanor ne pouvait pas se résoudre à éteindre cette lumière, non pas parce qu'elle s'attendait à ce qu'il apparaisse,
mais parce que certains rituels étaient trop liés à l'amour pour être abandonnés. La ville elle-même était le genre d'endroit qui retenait les gens avec soin. Un éparpillement de maisons, un restaurant, un bureau de poste et une station-service qui fermait tôt en hiver, et Eleanor connaissait la plupart de ses habitants de vue, sinon de nom, y compris Jack Turner, qu'elle avait vu occasionnellement au magasin, un homme calme qui hochait poliment la tête et gardait ses réponses brèves. Et bien qu'elle sentît quelque chose de blessé derrière son calme, elle avait appris au fil des ans que certains deuils préféraient ne pas être abordés. Alors que le jour glissait vers le soir, la neige commença à tomber plus lourdement. De gros flocons poussés de côté par un vent montant, et Eleanor se tint à sa fenêtre avant un long moment avant d'allumer la lumière du porche, regardant la route disparaître sous la tempête, sentant ce resserrement familier dans sa poitrine qui venait chaque fois que l'hiver s'approfondissait. Une réponse mémorielle plutôt qu'une peur, parce que l'hiver avait été la saison qui avait pris son fils et l'avait laissé avec une vie de questions qui ne demandait plus de réponses. Sur la route de montagne, Jack sentit la tempête se refermer, les phares coupant 2 tunnels pâles à travers la neige soufflée, les balises de la route à moitié enfouies et les arbres se penchant légèrement sous le poids accumulé. Et il ralentit instinctivement, les mains stables sur le volant, sa respiration régulière, le même calme contrôlé qu'il l'avait autrefois porté à travers le chaos. Et bien qu'il se dit qu'il finissait simplement sa course, il y avait une attraction subtile, le poussant en avant, le sentiment que la route elle-même lui demandait de ne pas se précipiter au-delà de ce qui l'attendait. La tempête s'intensifia alors qu'il contournait un virage qu'il connaissait bien. Le monde réduit au blanc et à l'ombre. Et puis au bord de sa vision, quelque chose interrompit l'uniformité de la neige, une forme plus sombre près du bord de la route, et Jack relâcha l'accélérateur, se penchant légèrement en avant, les yeux se rétrécissant, le soldat en lui alerte aux irrégularités, même dans les endroits qui étaient censés être sûrs. Au début, il pensa que c'était des débris, un panneau tombé ou un paquet jeté. Mais alors que son phare le balayait, la forme se résolut en un poteau de bois vertical, vieux et éclaté, et y pendaient des formes plus petites qui bougeaient non pas avec intention, mais avec le vent, se balançant doucement, inégalement, comme si elles résistaient et cédaient en même temps. Le pied de Jack planait au-dessus du frein, son cœur battant lentement, délibérément, non par peur, mais par reconnaissance, car il y avait des moments où le corps savait ce que l'esprit n'avait pas encore accepté, et alors qu'il arrêtait le camion sur la route vide, étouffé par la tempête, le moteur tournant doucement au ralenti, il fixa à travers la neige qui tombait les silhouettes suspendues dans le froid. Et dans cette seconde suspendue, avant qu'il n'ouvre la porte ou ne nomme ce qu'il voyait, quelque chose longtemps retenu en lui se déplaça comme si la route qu'il conduisait depuis des années avait finalement posé une main contre sa poitrine et lui avait demandé sans mots de s'arrêter. Le vent frappa en premier lorsque Jack ouvrit la porte du camion. Une force physique aiguë qui traversa sa veste et remplit la cabine de neige tourbillonnante, et il sortit lentement, ses bottes s'enfonçant dans des congères qui atteignaient la moitié de ses mollets, le froid mordant assez fort pour piquer. Mais ce n'était pas le froid qui le tenait immobile alors qu'il fermait la porte derrière lui. C'était ce qui pendait devant sur le poteau du bord de la route, maintenant pleinement pris dans le balayage de ses phares. 3 petits corps liés avec une corde, tournant légèrement alors que le vent les poussait. Et pendant un instant, Jack ne put bouger, son esprit refusant d'assembler l'image en signification, parce qu'il y avait des vues qu'un homme apprenait à reporter la compréhension à plus tard, si tant est qu'il y parvienne. Les chiots étaient des bergers allemands, reconnaissables même sous la glace et la neige. Leur pelage, un mélange de noir et de fauve atténué en gris par le givre. Leur corps pas plus que quelques semaines, beaucoup trop jeunes pour être loin de la chaleur. Leur tête inclinée sous le poids du froid et de l'épuisement, les oreilles aplaties et raides de glace,
et les cordes, épaisses et rugueuses, avaient été enroulées maladroitement autour de leur petite poitrine et attachées à la poutre horizontale du poteau. Les fibres incrustées d'humidité gelée, suggérant qu'ils étaient là depuis plus longtemps que Jack ne voulait calculer. La vue le frappa avec une étrange pression creuse derrière les côtes. Pas de panique, pas d'horreur, mais quelque chose de plus calme et de plus dangereux. La reconnaissance, parce qu'il avait déjà vu cette posture, la façon dont les êtres vivants devenaient petits quand le monde décidait qu'ils étaient jetables, et alors qu'il s'approchait d'un pas, la neige craquant sous ses bottes, sa respiration ralentit plutôt que de s'accélérer. L'ancien entraînement s'affirmant, non pas parce que c'était une mission, mais parce que le chaos exigeait toujours l'ordre. Il leva le faisceau de sa lampe de poche pour voir plus clairement, et la lumière révéla le plus petit des trois. Une femelle, ayant jugé par sa morphologie, son museau plus étroit, son corps plus mince, ses cils rimés de glace, sa poitrine bougeant faiblement, si faiblement que Jack dut compter pour être sûr. Et à côté d'elle pendaient deux autres, l'un plus large d'épaules malgré sa jeunesse, ses pattes plus grandes, promettant une taille future, l'autre quelque part entre les deux, plus calme même dans l'immobilité, ses yeux mi-ouverts, mais flous, comme s'il conservait l'énergie qui restait. Jack tendit la main sans les toucher, arrêtant sa main à quelques centimètres, parce qu'un mouvement brusque pouvait les effrayer, et un mouvement effrayé pouvait gaspiller de la force. Et il se retrouva à penser par fragments, évaluant sans nommer, épaisseur de la corde, placement des nœuds, répartition du poids, direction du vent. La même partie de son esprit qui calculait autrefois les sorties et les abris, cataloguant maintenant un autre type de menace. Quelque part sous ses pensées, il y avait une autre voix, moins disciplinée, demandant comment quiconque pouvait faire cela. Mais Jack repoussa cela, parce que la colère viendrait plus tard si elle venait du tout, et pour l'instant il n'y avait que du temps, ou l'absence de temps. Il jeta un coup d'œil de haut en bas de la route, vide dans les deux directions, la tempête effaçant tout signe de circulation récente, et il savait que personne ne venait, non pas parce que la ville était cruelle, mais parce que la tempête avait fermé le monde à tout ce qui se trouvait directement devant elle. Et dans cette isolation, la responsabilité s'installa carrément là où elle le faisait toujours, sur celui qui s'arrêtait. Il sortit son couteau de son étui, un geste fait par vieille habitude. La lame lisse à force d'être aiguisée. Et alors qu'il s'approchait, le faisceau de sa lampe de poche trembla légèrement. Non par peur, mais par l'urgence atteignant finalement ses mains. Parce qu'il pouvait voir maintenant à quel point les chiots étaient devenus raides, comment les cordes coupaient la fourrure et la peau. Et il savait que chaque seconde comptait, non pas de la manière dramatique que les histoires aiment à la présenter, mais dans l'arithmétique tranquille de la chaleur corporelle et de la respiration. Il parla alors, le son de sa voix le surprenant autant que les chiots, bas et stable, comme s'il s'adressait à des coéquipiers plutôt qu'à des animaux, leur disant sans mots de rester, de tenir bon, parce que quelqu'un était là maintenant. Et la plus petite répondit non pas par un mouvement, mais par une faible expiration qui embua l'air brièvement avant de disparaître, et cela fut suffisant pour l'ancrer pleinement dans le présent. Il coupa la première corde avec soin, inclinant la lame loin du corps, sciant lentement à travers des fibres qui résistaient avec un craquement cassant. Et quand la tension se relâcha, le chiot tomba de quelques centimètres avant que Jack ne la rattrape contre sa poitrine, son poids étonnamment léger, son corps froid, même à travers sa veste, et il ajusta sa prise automatiquement, soutenant sa tête, la pressant vers l'intérieur là où sa propre chaleur était la plus forte. La seconde corde céda plus facilement, le nœud mal attaché, et le plus grand chiot s'effondra dans son bras avec une faible contraction. Un réflexe plus qu'une lutte, et Jack sentit un éclair de soulagement assez aigu pour faire mal,
parce que le réflexe signifiait la vie. Et le troisième prit plus de temps. La corde fusionnait avec la glace, ses doigts s'engourdissant pendant qu'il travaillait. Mais quand elle se sépara enfin, le silencieux s'affaissa dans son autre bras, ses yeux s'ouvrant brièvement, sombres et réfléchissants, avant de se refermer. Jack resta là un instant. Tous les trois réunis contre lui, leur poids combiné maladroit mais gérable, leur corps rigide de froid, et il ajusta sa posture, les déplaçant plus haut, les enveloppant entièrement de ses bras, tournant instinctivement son corps pour les protéger du vent. Et ce ne fut qu'alors qu'il remarqua que sa propre respiration avait changé, plus profonde maintenant, plus délibérée, comme si ses poumons avaient retrouvé un rythme plus ancien. Dans la vallée, Eleanor Brooks resta à sa fenêtre avant plus longtemps que d'habitude, la lumière du porche projetant un ovale chaud sur les marches couvertes de neige, ses mains jointes lâchement à sa taille, et bien qu'elle ne pût pas voir la route de montagne d'ici, elle sentait la tempête dans ses os, une pression qui lui faisait mal à la poitrine d'une manière familière, parce qu'elle avait appris douloureusement que certaines nuits portaient un poids avant de porter des nouvelles, et elle regardait la neige tomber, comptant les secondes entre les rafales, se souvenant d'un autre hiver, d'une autre attente, et qu'elle ne savait pas que Jack Turner tenait 3 chiots gelés contre son cœur à ce moment-là. Mais elle savait, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître des schémas, que quelque part, non loin, quelqu'un s'était arrêté alors qu'il aurait été plus facile de ne pas le faire. De retour sur la route, Jack se tourna vers le camion, se déplaçant avec précaution, chaque pas mesuré pour maintenir son équilibre et sa prise. Et alors qu'il atteignait la porte et l'ouvrait maladroitement avec son coude, il inclina légèrement la tête, pressant sa bouche près de la fourrure du chiot, et sans le prévoir, sans répéter, il murmura les mots qui n'avaient pas franchi ses lèvres depuis des années, pas à eux exactement, mais à l'espace qu'ils occupaient maintenant dans sa vie, leur disant que tout allait bien, leur disant qu'il était là, et les mots lui semblèrent étranges et nécessaires tout à la fois, comme s'ils avaient attendu ce moment pour être prononcés. La neige suivit Jack tout le long de la route étroite jusqu'à la cabane, s'accrochant au passage de route du camion et dérivant par la porte ouverte chaque fois que le vent trouvait un passage. Et au moment où il s'arrêta à côté de la petite structure en bois, ses bras lui faisaient mal à force de tenir les 3 chiots près de sa poitrine, non pas à cause de leur poids, mais de la tension prudente de ne pas les laisser glisser, de ne pas les laisser perdre le peu de chaleur qu'ils avaient encore. La cabane se dressait sombre contre la tempête, trapue et patinée, ses rondins noircis par l'âge et de la fumée. Un endroit construit des décennies plus tôt par quelqu'un qui croyait que la solitude était une sorte d'abri. Et Jack poussa la porte avec son épaule, entrant tandis que l'air froid se précipitait pour rencontrer le calme plus chaud à l'intérieur, l'odeur du vieux bois et de la cendre l'enveloppant comme un souvenir qu'il n'avait pas su qu'il portait. Il bougea immédiatement, l'instinct le guidant à travers le petit espace, posant les chiots brièvement sur la table pendant qu'il fermait la porte d'un coup de pied et traversait jusqu'au poêle. Ses mouvements efficaces mais doux, de la même manière qu'il avait autrefois travaillé autour d'hommes blessés, quand la vitesse importait, mais que le soin importait plus. Et alors qu'il nourrissait le poêle de petit bois et allumait une allumette, la flamme prit lentement, réticente au début, puis plus forte, léchant les bords secs du bois jusqu'à ce que le fer commence à tiquer doucement avec la chaleur retrouvée. Il tira des couvertures d'une étagère, de grosses couvertures en laine qui sentaient faiblement la fumée et le pain, et les posa sur la table, soulevant chaque chiotte à son tour, les vérifiant avec des touches rapides et entraînées, les ouates pressant légèrement contre les poitrines, les paumes enveloppant les têtes, notant la raideur, notant la respiration, notant à quel point les oreilles du plus petit étaient presque rigides de glace, tandis que le plus grand frissonnait faiblement, alors que la chaleur commençait à l'atteindre. Et le silencieux restait immobile, se conservant d'une manière que Jack reconnaissait trop bien.
Il enleva sa veste et l'enroula autour des trois, les serrant fort, puis s'assit par terre à côté du poêle, le dos contre le mur, les tirant dans l'espace entre sa poitrine et ses cuisses, là où la chaleur s'accumulait le plus naturellement. Et alors qu'il s'installait là, il sentit le bourdonnement familier de la concentration prendre le dessus, le rétrécissement du monde à la respiration, à la température et au temps, un état sur lequel il avait autrefois compté pour survivre, maintenant réaffecté sans cérémonie. La cabane était silencieuse, sauf le vent dehors et le faible crépitement du feu. Et dans ce silence, Jack redevint intensément conscient de son propre corps, le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine, le battement régulier de son cœur, la façon dont ses bras s'incurvaient instinctivement autour des chiots comme s'ils y appartenaient, et il fut frappé d'une force tranquille, que c'était la première fois depuis des années qu'il restait immobile sans se sentir traqué par la mémoire, parce que le moment présent exigeait tout ce qu'il avait. Un par un, il s'efforça de les réchauffer, les frottant doucement à travers les serviettes qu'il avait trouvées, faisant attention de ne pas trop stimuler, se souvenant d'un entraînement à moitié oublié sur l'hypothermie, sur le fait de laisser le corps revenir lentement. Et quand ses doigts commencèrent à se cramper de froid, il ne s'arrêta pas, se contentant de changer de position, soufflant de l'air chaud sur leur fourrure, murmurant des sons sans mots, parce que le ton importait plus que le sens. Des kilomètres plus bas, dans la petite maison à la lisière de la ville, Eleanor Brooks se déplaçait tranquillement dans sa cuisine, l'horloge au mur cochant régulièrement, tandis qu'elle versait de l'eau dans une petite casserole, ses mouvements délibérés, presque rituels, et bien qu'elle n'eût pu expliquer pourquoi elle était éveillée, pourquoi ses mains atteignaient automatiquement le lait en poudre gardé au fond du placard, elle faisait confiance à l'instinct, le même qui l'avait réveillée d'innombrables nuits quand son fils était un bébé, pleurant d'une autre pièce avant que le son n'atteigne ses oreilles. Et alors que le lait chauffait, elle remua lentement, regardant la vapeur s'élever, son reflet vacillant dans le métal. Une femme âgée maintenant, ses épaules plus étroites qu'elles ne l'étaient autrefois, ses cheveux fins et blancs contre la lumière de la lampe, mais ses mains stables, capables, toujours façonnées par des années de soins. Elle versa le lait dans un thermos qu'elle possédait depuis des décennies. Sa peinture rouge écaillée et le posa près de la porte, se disant qu'elle déciderait le matin si elle avait été stupide ou simplement préparée. Et puis elle s'assit à la petite table, les doigts enroulés autour d'une tasse de thé, écoutant la tempête pressée contre les murs, sentant cette même tension s'atténuer légèrement, comme si quelque chose quelque part avait bougé. De retour dans la cabane, Jack ajusta sa prise alors qu'un des chiots, le plus large, laissait échapper un petit gémissement involontaire. Pas un son de détresse, mais de sensation de retour, et Jack se figea, puis se détendit, sa respiration coupée brièvement, avant de se stabiliser à nouveau, parce que le son signifiait les nerfs, et les nerfs signifiaient la vie. Et il appuya son front contre le mur rugueux derrière lui, les yeux fermés, laissant le soulagement l'envahir sans essayer de le nommer. Il vérifia de nouveau la plus petite, sa respiration toujours superficielle, mais plus régulière maintenant. Son corps n'était plus rigide, et quand il brossa la glace de ses moustaches, elle tressaillit faiblement, un réflexe si léger qu'il aurait pu l'imaginer s'il n'avait pas regardé attentivement, et quelque chose en lui se fissura alors, non violemment, mais comme de la glace s'amincissant sur l'eau, une libération qui apporta une pression à ses yeux qu'il avait appris à ignorer. Et pourtant, il n'essuya pas les larmes quand elles vinrent parce que ses mains étaient occupées et parce que pour une fois, il ne ressentait pas le besoin de les cacher. Le temps perdit sa forme habituelle, alors que le feu se consumait dans braise, puis était nourri à nouveau, alors que la tempête hurlait, puis s'adoucissait, tandis que Jack restait sur le sol, ne bougeant que pour garder les chiots au chaud, ses muscles se raidissant et se détendant par cycles.
Et quand l'épuisement s'imposa finalement, il le fit doucement, comme une suggestion plutôt qu'un ordre, et il l'accueillit sans renoncer à sa vigilance. À un moment donné, le silencieux remua, levant la tête juste assez pour que Jack puisse voir un œil sombre s'ouvrir, se concentrant brièvement sur rien en particulier avant de se refermer, et Jack sentit une vague d'affection inattendue à ce petit acte de confiance, parce que la survie, il le savait, était souvent un accord silencieux entre le corps et le monde, et ces trois-là choisissaient, aussi faiblement que ce soit, de rester. Il resta avec eux toute la nuit, comptant les respirations quand il le fallait, ajustant les couvertures quand le feu changeait, parlant doucement quand le silence devenait lourd. Et au moment où la tempête dehors commença à s'apaiser, la cabane contenait un autre genre de chaleur, une chaleur pas entièrement expliquée par le poêle, et quand le plus petit chiot finalement bougea de son propre chef, un léger enroulement de sa patte contre sa chemise, Jack resta très immobile, craignant de perturber le moment. Et dans cette immobilité, une lame s'échappa et tomba inaperçue sur le plancher en bois usé, parce que certaines choses, une fois revenues, exigeaient une reconnaissance, même de la part d'un homme qui avait appris à survivre sans elle. Le matin n'arriva pas tant avec la lumière qu'avec un amincissement de l'obscurité. La tempête desserrant son emprise pouce par pouce jusqu'à ce que le monde extérieur à la cabane passe d'un bruit blanc pur à des formes discernables, et Jack réalisa qu'il n'avait pas dormi au sens habituel, seulement dérivé par courts intervalles vigilants, son corps ancré au sol à côté du poêle, les bras toujours courbés protecteurs autour des trois chiots, qui reposaient maintenant blottis ensemble sur la table, enveloppés dans des couches de serviettes et de laine. Leur corps n'était plus rigide, leur respiration irrégulière mais présente, et cela seul changea la pièce parce que la présence, une fois restaurée, altérait tout ce qu'elle touchait. Le feu avait brûlé bas, laissant une chaleur stable qui adoucissait l'air, et Jack se leva lentement, les articulations raides, se déplaçant avec précaution pour ne pas les effrayer, et nourrit le poêle à nouveau, regardant les flammes prendre, écoutant les petits sons qui existaient maintenant là où le silence avait régné. Un faible reniflement, le doux raclement d'une patte contre le tissu, un soupir superficiel qui était indubitablement vivant. Il les vérifia chacun à leur tour, plus près maintenant, avec la lumière du jour filtrant par la fenêtre givrée, voyant des détails que la nuit avait cachés. Le plus grand mâle avec de larges pattes déjà trop grandes pour son corps, fourrure noire dominante le long de son dos et de ses épaules. Du fauve apparaissant aux pattes et au museau, sa poitrine se soulevant plus régulièrement que les autres, ses yeux s'ouvrant brièvement pour suivre le mouvement de Jack avec une sorte de curiosité brute avant de se refermer. Et Jack se surprit à penser qu'une telle force venait souvent de la résilience plutôt que de l'agressivité. Le genre qui endure plutôt que de pousser. La plus petite était recroquevillée vers l'intérieur, son corps léger et fragile, fourrure plus douce et plus claire en couleur, plus fauve que noire, ses oreilles toujours maladroitement repliées, ses mouvements prudents et minimaux, conservant l'énergie instinctivement. Et quand Jack la toucha doucement, elle ne fit aucun bruit, mais se pencha dans la chaleur, une confiance si immédiate qu'elle lui serra la gorge. Le troisième observait tout, même immobile, ses yeux plus sombres, plus réfléchis, s'ouvrant plus longtemps que les autres, suivant la pièce, le poêle, les mains de Jack, comme s'il emmagasinait des informations, son corps plus calme, mais pas moins vivant. Et Jack reconnut ce type immédiatement. L'observateur, celui qui mesurait avant d'agir. Une disposition façonnée peut-être non par la peur, mais par l'attention. Des noms vinrent à Jack de manière inattendue, non comme un plan, mais comme une réalisation, parce que nommer quelque chose, c'était reconnaître sa place dans le monde. Et pendant des années, il avait évité de nommer les attaches, croyant que la distance était plus sûre. Mais debout là, entouré de souffle et de chaleur,
L'évitement semblait moins une protection et plus une absence. Et donc il parla doucement, testant les sons autant que l'engagement derrière eux, appelant le plus grand Buddy, parce qu'il y avait une constance en lui, une présence simple, le genre qui restait proche sans avoir besoin d'instruction. Puis Daisy, pour la plus petite, un nom qui semblait doux et plein d'espoir, quelque chose qui grandissait malgré des conditions difficiles, et enfin Max pour l'observateur silencieux. Un nom simple, solide et contenu, adapté à quelqu'un qui observait plus qu'il ne gaspillait. Les chiots ne répondirent d'aucune manière dramatique, mais Buddy bougea. Daisy remua faiblement, et les yeux de Max s'attardèrent sur Jack juste un instant de plus, et Jack accepta cela comme suffisant. Parce que parfois la reconnaissance ne s'annonçait pas, elle s'installait. La cabane répondit aussi, se remplissant lentement de sons, le feu crépitant, le tissu froissant, les pas de Jack allant et venant, tandis qu'il préparait un bol peu profond d'eau tiède et vérifiait des provisions qu'il n'avait pas touchées depuis des années. Et l'espace qui avait autrefois été dédié à tenir la mémoire à distance contenait maintenant quelque chose d'autre entièrement. Pas encore de joie, mais un engagement, le travail silencieux du soin. Le mouvement de milieu de matinée dehors attira l'attention de Jack. Le craquement de bottes sur la neige tassée, hésitant, s'arrêtant et repartant, et il se tourna vers la porte juste au moment où un coup retentit, pas fort mais délibéré. Et quand il l'ouvrit, Eleanor Brooks se tenait sur le petit porche, émitouflée dans un épais manteau qui pendait lâchement sur sa silhouette étroite, une écharpe soigneusement enroulée autour de son cou, ses cheveux argentés glissés sous un bonnet tricoté, son visage pâle du froid, mais composé, les yeux vifs d'inquiétude plutôt que de peur. Elle portait un thermos sous un bras et un paquet de couvertures plié sous l'autre, et elle ne s'avança pas avant que Jack n'acquiesce, une courtoisie qui lui dit qu'elle comprenait les limites. Même celles non dites, Eleanor était plus petite de près que Jack ne l'avait réalisé. Sa posture droite mais prudente, le genre façonné par des années à se rendre utile sans prendre de place, ses mains légèrement rugueuses par l'âge, mais toujours précises. Et quand son regard passa Jack pour entrer dans la cabane et atterrit sur la table, elle cessa complètement de parler, sa respiration coupée juste assez pour être remarquée. Et puis elle ne dit rien pendant plusieurs secondes, comme si le silence était la réponse appropriée. Jack lui fit signe d'entrer, le mouvement raide mais sincère, et elle entra sans commentaire, posant d'abord le thermos, puis les couvertures, ses yeux ne quittant jamais les chiots. Et quand elle parla enfin, sa voix était épaisse, peine, et régulière, sans drame ni intrusion, lui disant simplement que son fils avait été une fois transporté hors du froid par quelqu'un qu'il n'avait jamais connu, et que certaines dettes, une fois vues, ne nécessitaient pas de questions. Jack ne répondit pas tout de suite parce que les mots frappèrent plus profondément qu'il ne s'y attendait, non comme une comparaison, mais comme une compréhension partagée. Et à la place, il versa le lait réchauffé qu'elle avait apporté dans une petite tasse, testant la température tandis qu'elle regardait, hochant légèrement la tête, approuvant non la méthode, mais le soin. Et Eleanor s'approcha de la table, puis se penchant avec une grâce prudente, sa respiration embuant l'air alors qu'elle regardait chaque chiot à son tour, et elle sourit faiblement quand Jack lui dit leur nom, les répétant une fois à voix basse comme pour les graver dans sa mémoire. Et dans cette répétition, quelque chose changea entre eux, une connexion non forgée par la conversation, mais par une attention mutuelle aux mêmes vies fragiles. Les chiots répondirent à sa présence différemment. Buddy s'étirant légèrement comme pour tester sa force, Daisy restant recroquevillée mais plus rigide, et les yeux de Max suivant Eleanor avec le même intérêt mesuré qu'il donnait à Jack. Et Eleanor, le remarquant, fit remarquer tranquillement que certaines âmes observaient avant de faire confiance, et Jack se surprit à être d'accord sans savoir pourquoi. Ils travaillèrent ensemble un moment sans le prévoir, Eleanor étalant des couvertures propres, Jack ajustant le feu,
leurs mouvements coordonnés par nécessité plutôt que par familiarité. Et dans cette tâche partagée, la cabane changea de nouveau, non plus seulement plus chaude, mais habitée, l'air portant la douce cadence de deux personnes existant dans le même espace sans urgence. Quand Eleanor se prépara enfin à partir, Jack la raccompagna à la porte, et alors qu'elle redescendait sur le porche, elle s'arrêta, le regardant avec une expression qui ne contenait ni pitié ni attente, seulement de la reconnaissance. Et il se surprit à lui demander de revenir, l'invitation simple, sans fioriture, et elle hocha la tête une fois, satisfaite, avant de prendre le chemin vers son camion. Jack ferma la porte derrière lui et s'y appuya un instant, écoutant les petits sons à l'intérieur, la respiration, le feu, la preuve tranquille de la connexion. Et pour la première fois depuis qu'il avait choisi cette vie isolée, la cabane ne semblait pas être un endroit pour se cacher du monde, mais un endroit où le monde pouvait entrer. Et il comprit que quelque chose de fondamental avait changé, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de qui il avait permis d'entrer. La nuit revint tranquillement aux montagnes, non pas avec la violence de la tempête qui avait amené les chiots à la porte de Jack, mais avec une immobilité mesurée qui s'installa dans les arbres et pressa doucement contre les murs de la cabane. Et Jack remarqua le changement immédiatement, parce que le silence de ce genre n'était jamais vide. Il était observateur, et alors que le feu brûlait bas, et Buddy, Daisy et Max dormaient blottis ensemble près du poêle, leur respiration lente et irrégulière à la manière des corps qui apprennent encore la sécurité. Jack se retrouva incapable de se reposer, sa conscience s'étirant vers l'extérieur, écoutant au-delà de la cabane, au-delà des sons familiers du bois et du vent. Il se déplaça vers la fenêtre sans allumer la lumière, posant sa main contre la vitre froide, balayant la lisière des arbres où le clair de lune s'amincissait en ombre, et au début il ne vit rien, seulement des branches couvertes de neige et le faible mouvement des flocons à la dérive. Mais alors, à l'extrémité de la clairière, juste là où la forêt s'épaississait, une forme plus sombre se sépara de la nuit, grande et étroite, immobile comme si elle était sculptée dans l'air lui-même. La bergère allemande se tenait là sans tension ni menace, son corps légèrement incliné, sa tête juste assez levée pour voir la cabane, son pelage un mélange profond de zibeline et de noir, rêche et usé par le temps, les côtes faiblement visibles sous la fourrure qui avait connu un hiver rude. Et bien qu'elle fût clairement méfiante, sa posture ne contenait aucune agressivité, seulement de la retenue, l'immobilité délibérée d'un animal choisissant de ne pas fuir. Jack ne bougea pas, non pas parce qu'il avait peur, mais parce que l'instinct lui disait que le mouvement transformerait l'observation en confrontation. Et alors qu'il l'observait, il comprit avec une clarté qui le surprit que ce n'était pas un chien errant, pas un animal vagabond attiré par l'odeur ou le son, mais une mère. Et la certitude de cette reconnaissance portait d'un poids parce qu'elle recadrait tout ce qu'il pensait faire. La bergère n'aboya pas, ne s'avança pas, ne baissa pas la tête en soumission ou en défi. Elle se tint simplement, les yeux fixés sur la cabane, sur la lumière qui fuyait faiblement à travers les interstices. Et dans ce regard, Jack sentit quelque chose bouger. Une ligne tracée non dans l'hostilité, mais dans la vérité, parce qu'il avait pris quelque chose de précieux, même s'il l'avait pris pour le sauver, et la forêt était venue lui rappeler ce fait. Il recula lentement de la fenêtre et s'assit à la table, les mains posées à plat sur le bois usé, respirant régulièrement, laissant la compréhension s'installer plutôt que d'y résister, parce que la résistance lui avait déjà coûté assez cher dans la vie. Et il regarda à nouveau les chiots, la poitrine stable de Buddy, la forme recroquevillée de Daisy pressée instinctivement contre la chaleur, les yeux mi-ouverts de Max qui ne semblaient jamais se fermer complètement, et il sentit le resserrement familier de la responsabilité, plus lourd maintenant parce qu'il était compliqué par la conséquence. Il resta là jusqu'à ce que la forme à la lisière des arbres s'estompe dans l'ombre,
non pas en reculant, tant qu'en se dissolvant. Et ce ne fut qu'alors que Jack se permit d'expirer pleinement, sachant que ce qu'il avait vu n'était pas un avertissement, mais une présence, un rappel que certains actes de sauvetage portaient des avenirs qui n'appartenaient pas aux sauveteurs. Le jour suivant se déroula en une routine prudente. Jack nourrissant les chiots avec des quantités mesurées, nettoyant et ajustant leur literie, notant de petites améliorations, Buddy essayant de se tenir debout et échouant avec un grognement plus indigné que douloureux. Daisy réussissant quelques pas faibles avant de s'effondrer de sommeil. Max observant chaque mouvement comme s'il stockait des schémas pour plus tard. Et à travers tout cela, Jack sentait l'attrait d'une question à laquelle il n'était pas encore prêt à répondre. Combien de temps était suffisant? Eleanor revint cet après-midi-là, se déplaçant avec son efficacité tranquille habituelle, son manteau brossé de neige, son écharpe soigneusement arrangée, et elle remarqua la distraction de Jack immédiatement, non pas par ce qu'il disait, mais par ce qu'il ne disait pas, parce qu'elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître le silence quand il était pesant plutôt que vide. Elle déposa un panier de fournitures, des serviettes sèches, un petit sac de croquettes ramollies pour Chio, et quand elle suivit le regard de Jack vers la fenêtre, elle ne demanda pas ce qu'il avait vu, seulement si cela avait été là longtemps. Et Jack, après un instant, lui parla de la bergère dans la forêt, de la façon dont elle l'avait observé sans s'approcher. Et Eleanor écouta, les mains jointes sur ses genoux, son expression se resserrant, non par peur, mais par compréhension. Elle lui parla alors de la ville, de la façon dont tout le monde n'accueillait pas des animaux comme ceux-ci, de la façon dont certaines personnes voyaient les animaux errants comme des problèmes en attente, des passifs plutôt que des vies. Et alors qu'elle parlait, sa voix resta calme. Mais quelque chose de dur bordait sa constance, un souvenir refaisant surface parce qu'elle avait entendu le même langage des années auparavant, quand son fils était revenu de déploiements changés et silencieux. Quand les voisins évitaient la conversation et les employeurs hésitaient, craignant ce que la responsabilité pourrait leur demander. Eleanor décrivit comment la peur se déguisait souvent en pragmatisme, comment les gens se convainquaient que se détourner était une forme de réalisme. Et Jack reconnut le parallèle immédiatement parce qu'il avait vécu des deux côtés de cette distance, à la fois comme celui qu'on évitait et celui qui évitait les autres. Elle ne lui dit pas quoi faire, ne suggéra pas de garder ou de relâcher les chiots. Elle dit simplement que l'amour, quand il était réel, n'essayait pas de posséder ce qu'il protégeait. Et cette phrase resta avec Jack longtemps après son départ, s'installant en lui comme une vérité qui résistait à l'argument. Ce soir-là, Jack se prépara différemment, non seulement en nourrissant et en réchauffant, mais en observant les chiots avec une nouvelle lentille et regardant comment Buddy testait ses pads à plusieurs reprises, comment Max s'orientait vers les sons au-delà de la cabane, comment Daisy, bien que plus faible, montrait une persistance tranquille qui refusait de disparaître, et il commença à ajuster de petites choses, laissant la porte ouverte un peu pendant la journée pour laisser entrer l'air de la forêt, plaçant des morceaux de pain humidifiés par la neige près de leur litière, afin qu'ils puissent sentir le monde au-delà du bois et du fer, et ces changements étaient subtils, faciles à manquer. Mais pour Jack, il marquait le début de la préparation plutôt que de la possession. Quand la nuit revint, Jack vérifia délibérément la lisière des arbres, et bien qu'il ne vit pas la bergère immédiatement, il se sentit moins seul, sachant qu'elle était là, quelque part, observant à sa manière, et il comprit alors que son rôle n'était pas de la remplacer, ni de réécrire l'ordre des choses, mais de jeter un pont sur un moment qui, autrement, se serait terminé par une perte. Plus tard, alors qu'il était assis près du feu avec les chiots dormant à proximité, Jack étala son vieux carnet de terrain, celui qu'il n'avait pas utilisé depuis qu'il avait quitté les équipes, et recommença à écrire. Non pas des plans ou des coordonnées, mais des observations, des heures de repas, la force, le mouvement, les schémas météorologiques,
le genre de détail qui importait quand le timing signifiait la survie. Et ce faisant, il sentit un calme familier revenir, le calme d'un but. Mais cette fois, il était dirigé non pas vers le contrôle, mais vers le retour. Dehors, invisible, mais pas absente, la bergère se déplaçait le long du bord de la clairière, s'arrêtant là où Jack l'avait vue pour la première fois, levant la tête pour tester l'air, puis s'asseyant sur ses jarrets, attendant sans impatience. Et Jack, sentant, plutôt que voyant sa présence, ferma le carnet et fixa le feu, comprenant enfin que sauver quelque chose ne signifiait pas toujours le garder, et que sa prochaine tâche ne serait pas plus difficile parce qu'elle impliquait de lâcher prise, mais parce qu'elle exigerait de la confiance. Confiance dans le monde au-delà de ses murs. Confiance que faire ce qui est juste ne le laisserait pas vide à nouveau. Au moment où il se leva pour ajouter une autre bûche au feu, la décision n'était pas complètement formée, mais sa direction l'était, et Jack Turner, qui avait autrefois cru qu'arrêter signifiait échouer, commença maintenant à se préparer à un autre genre de courage. Un courage qui lui demanderait non pas de s'accrocher, mais de rendre ce qu'on lui avait confié de sauver. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme qui semblait délibéré plutôt qu'accidentel, comme si les montagnes elles-mêmes avaient accepté de donner à Jack Turner une étroite fenêtre de temps pour se préparer. Et chaque matin, il se réveillait avant que la lumière n'atteigne pleinement la clairière, sortant respirer l'air froid, tandis que Buddy, Daisy et Max remuaient derrière lui, non plus blottis impuissants, mais se levant sur des pattes incertaines qui devenaient plus stables à chaque lever de soleil. La neige s'était durcie en une croûte qui portait leur poids pendant quelques pas avant de se rompre, et Jack utilisait ce terrain avec précaution, les guidant par des mouvements courts et contrôlés, ne poussant jamais trop loin, laissant leur corps réapprendre le langage de l'effort, parce qu'ils comprenaient que la force reconstruite trop rapidement était plus fragile que la force acquise lentement. Buddy s'adapta le premier, son large corps gagnant en confiance alors qu'il testait ses pattes, courant de courtes rafales à travers la clairière avec un enthousiasme maladroit qui se terminait souvent par des culbutes sur le côté, pour ensuite se relever avec un hochement de tête obstiné, et Jack l'observait avec un mélange d'amusement et de respect, reconnaissant le schéma familier d'un être qui apprenait en faisant plutôt qu'en pensant. Max suivit différemment, bougeant moins mais observant plus, le nez bas au sol, les oreilles penchant au son lointain, s'arrêtant souvent comme s'il cataloguait des informations avant de s'engager. Et Jack encouragea cet instinct, s'arrêtant avec lui, s'agenouillant pour le laisser renifler les aiguilles de pin, l'écorce et la neige tassée, avec de faibles traces d'animaux, sachant que la conscience était aussi précieuse que la vitesse. Daisy restait la plus prudente, son petit corps conservant encore de l'énergie, ses pas plus courts et plus lents, mais elle surprit Jack par sa persistance, se remettant sur ses pieds encore et encore après s'être reposée, refusant d'être portée même quand elle était fatiguée, et Jack ajusta son rythme au sien sans commentaire, parce qu'il avait appris il y a longtemps que le courage s'annonçait souvent discrètement. À l'intérieur de la cabane, des changements continuaient également. Bowls placés plus loin les uns des autres pour qu'ils apprennent à manger indépendamment. Couverture retirée progressivement pour que leur corps s'adapte à l'air plus frais. La porte laissée ouverte plus longtemps chaque jour pour laisser les senteurs de la forêt se déplacer librement dans la pièce. Et ces petits changements portaient un poids parce qu'ils marquaient l'intention de Jack, non pas de les garder attachés au confort, mais de les préparer à la distance. La nuit, Jack écoutait toujours les mouvements au-delà des arbres. Et parfois, il apercevait la mère bergère à l'orée de la clairière, plus proche maintenant, mais toujours retenue, sa posture inchangée, observant sans intrusion. Et Jack accepta sa présence comme faisant partie du processus. Une mesure silencieuse de s'il faisait ce qui était juste parce qu'il l'avait sauvé. Dans la vallée, Eleanor Brooks connut sa propre transformation. Subtile mais indubitable,
Alors qu'elle commença à passer plus de temps à l'extérieur de sa maison, assistant à de petites réunions organisées par le groupe informel de sauvetage de la faune de la ville, un réseau lâche de bénévoles plutôt qu'une organisation officielle. Des gens qui se présentaient avec des thermos, de vieilles couvertures et des connaissances pratiques plutôt que des titres, et Eleanor s'intégra facilement parmi eux. Sa confiance tranquille et ses mains stables en faisaient une présence naturelle. L'une des femmes présentes était Sarah Whitman, une femme d'une cinquantaine d'années, grande et mince, à la peau tannée par le soleil, ses cheveux bruns méchés d'argent et généralement tirés en une tresse basse, ses yeux vifs et directs d'une manière qui suggérait qu'elle était habituée à être écoutée. Et Sarah parlait simplement sans embellissement, ayant grandi dans un ranch où les animaux étaient respectés, mais non romantisés. Et Eleanor se retrouva attirée par cette honnêteté, appréciant la façon dont Sarah équilibrait compassion et réalisme. Eleanor ne parlait pas beaucoup de son fils lors de ces réunions, mais quand elle le faisait, c'était sans larmes, sa voix ferme, sa posture droite, et Sarah écoutait sans l'interrompre, n'offrant aucune platitude, hochant seulement la tête une fois en signe de reconnaissance. Et cette retenue fit qu'Eleanor se sentit comprise d'une manière inattendue. Ensemble, elles organisèrent des rotations de fournitures, coordonnèrent des trajets jusqu'à la lisière de la ville où des animaux blessés étaient parfois trouvés. Et Eleanor réalisa avec une tranquille surprise qu'elle n'attendait plus que quelque chose se produise. Elle faisait partie de ce qui se produisait, et la lumière du poche de sa maison, toujours allumée chaque soir, commença à sembler moins une veillée et plus un signal. Jack remarqua également le changement chez Eleanor lorsqu'elle vint à la cabane plus tard cette semaine-là, se déplaçant avec un but qui allait au-delà de l'inquiétude pour les chiots. Ses épaules redressées, sa voix portant une nouvelle constance alors qu'elle décrivait les plans qui se formaient dans la ville, la volonté des gens d'aider quand on leur donnait quelque chose de concret à faire. Et Jack écouta, reconnaissant le changement, parce qu'il l'avait déjà vu chez d'autres, et le sentait maintenant en lui-même, le moment où le chagrin se desserrait juste assez pour permettre à la responsabilité d'intervenir. Il parla à Eleanor de l'entraînement, de la confiance grandissante de Buddy, de l'attention de Max, de la détermination tranquille de Daisy, et en parlant, il réalisa qu'il décrivait non des possessions, mais des progrès, et cette distinction importait. La partie la plus difficile vint non pas pendant la journée, mais le soir, quand les chiots, fatigués du mouvement et de l'apprentissage, se blottissaient instinctivement près de lui, cherchant la chaleur qui avait été autrefois leur bouée de sauvetage. Et Jack le permit, sachant que la préparation ne signifiait pas retenir le confort entièrement, mais il commença aussi à les déplacer doucement, les encourageant à s'installer les uns près des autres plutôt que toujours contre lui, leur apprenant lentement que la sécurité pouvait exister au-delà de son corps. Ce fut au cours d'une de ces soirées que Jack sentit le poids de ce qui allait arriver le plus intensément, non pas comme de la peur, mais comme une conscience de l'absence, l'espace vide qui resterait lorsque les routines qu'il avait bâties autour d'eux se dissoudraient, et il s'assit avec ce sentiment plutôt que de le repousser, parce qu'il avait appris le coup de l'évitement, et cette fois il refusa de le répéter. Le matin où la décision se cristallisa n'arriva pas avec du drame, seulement de la clarté. Le ciel pâle et immobile, l'air froid mais gérable. Et Jack ouvrit la porte de la cabane entièrement, se reculant alors que Buddy s'avançait le premier, les oreilles hautes, le nez travaillant l'air, Max suivant de près, Daisy n'hésitant qu'un instant avant de bouger aussi. Et ils se tinrent là ensemble au seuil, les corps alignés vers la forêt. Aucun d'eux ne regardant Jack en arrière, non par indifférence, mais parce que l'instinct avait commencé à reprendre sa place. Jack les regarda, les mains détendues le long de son corps, sentant la douleur dans sa poitrine s'aiguiser puis se stabiliser, parce qu'à ce moment-là, il comprit que la partie la plus difficile de ce choix n'était pas de les laisser partir.
C'était de croire que ce qui attendait au-delà des arbres était suffisant. Et alors que les trois chiots faisaient quelques pas hésitants dans la neige, s'arrêtant seulement pour se réorienter, Jack n'appela pas, ne les atteignit pas, il se tint simplement sur le pas de la porte, témoin du passage de la dépendance à la direction. Et quand Eleanor arriva plus tard et vit la porte ouverte, les traces menant vers l'extérieur, et le calme tranquille de Jack, elle comprit sans explication, posant une main brièvement sur son bras, et ensemble ils se tinrent dans le froid, reconnaissant qu'une décision de soldat concernait rarement le fait de tenir le terrain, mais de savoir quand s'écarter. Le matin que Jack choisit était clair et sans couleur. Le genre de matin de montagne qui réduisait le monde à l'essentiel, le ciel pâle comme un os, la neige ferme sous les pieds, l'air assez vif pour réveiller les poumons à chaque respiration. Et d'elle, il se déplaça dans la cabane en silence, ne ramassant que le nécessaire, non par rituel mais par respect, parce que ce n'était pas un départ destiné à être adouci par une cérémonie. Buddy, Max et Daisy sentirent la différence immédiatement, non par des mots ou un ton, mais par l'absence d'hésitation dans les mouvements de Jack, l'absence de préparation au retour. Et ils le suivirent dehors avec une attention qui semblait plus ancienne que leur semaine, leur corps plus fort maintenant, leur pelage épaissi, leurs pattes stables sur la neige tassée, alors qu'ils se déplaçaient le long du sentier étroit qui menait de la cabane vers la lisière de la forêt. Jack marchait lentement, laissant de l'espace entre eux, résistant à l'instinct de guider de trop près, parce que ce dernier tronçon n'était pas d'un entraînement. C'était une transition, et la forêt elle-même sembla le reconnaître, se tenant ouverte et immobile, les arbres espacés juste assez pour permettre le passage sans invitation ni résistance. Eleanor Brooks resta près de la clairière, une silhouette en retrait contre le blanc, son manteau sombre contre la neige, sa posture droite malgré le froid. Les cheveux argentés glissés sous son chapeau, une main gantée reposant légèrement sur sa poitrine comme si elle tenait quelque chose de fragile en place. Et elle ne s'approcha pas, n'appela pas, comprenant que ce moment n'appartenait pas aux témoins, mais à ceux qui le traversaient. Les chiots ralentirent à l'approche de la lisière des arbres, le nez levé, les oreilles tournées, l'air dense de senteur, et Buddy bougea le premier, comme il le faisait toujours, son large corps penché en avant, la curiosité l'emportant sur la prudence, les pattes traversant du sol ouvert à l'ombre sans pause. Sa queue basseuse, mais détendue, et Jack sentit un bref resserrement dans sa poitrine, non pas de peur, mais de reconnaissance parce que le leadership émergeait souvent non pas de la dominance, mais de la préparation. Max suivit ensuite, sans se précipiter, s'entraîner, ses pas précis, la tête légèrement inclinée alors qu'il balayait le sol de la forêt, lisant le sol comme il avait appris à lire la cabane, méthodiquement, attentivement, et Jack s'autorisa un léger sourire à cela, parce que Max n'avait jamais eu besoin de réassurance, seulement de clarté. Daisy hésita juste comme Jack savait qu'elle le ferait, son petit corps s'arrêtant au seuil où la lumière cédait la place à l'ombre. Et elle se tourna alors, son regard trouvant Jack avec une intensité qui le surprit, les yeux sombres et stables, ne tenant pas de confusion, mais de reconnaissance. Et dans ce regard, Jack sentit tout le poids de ce qui s'était passé entre eux, les nuits de chaleur partagées, les mains prudentes, la patience qui l'avait maintenu en vie. Et il s'abaissa légèrement, la rencontrant au niveau des yeux sans tendre la main, offrant une présence plutôt qu'une revendication. Et après une longue seconde qui s'étendit au-delà du temps, Daisy se retourna vers la forêt et s'avança, ses mouvements prudents, mais engagés, et les trois se tinrent ensemble juste à l'intérieur des arbres, encadrés par les branches et la neige, n'attendant pas, ne reculant pas. La mère bergère allemande émergea alors, non pas soudainement, non pas dramatiquement, mais comme si elle avait toujours été là,
Et le monde ne faisait que maintenant de la place pour qu'elle soit vue. Sa forme maigre et anguleuse, son plage modelé par l'usure de l'hiver, les yeux alertes, mais calmes, sa posture ni soumise ni agressive, et elle s'arrêta à plusieurs pas, maintenant l'espace entre elle et Jack avec un soin délibéré, parce que ce n'était pas une confrontation, c'était un échange. Elle regarda d'abord les chiots, son regard se déplaçant sur eux avec une concentration indubitablement maternelle, vérifiant, évaluant, reconnaissant. Puis elle regarda Jack. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de sauvagerie entre eux, seulement de la compréhension, une conscience partagée de ce qui avait été fait et de ce qui était maintenant requis. Jack ne bougea pas, ne s'agenouilla pas encore, ne parla pas, parce que les mots auraient brisé l'équilibre de la chose, et à la place il reporta légèrement son poids en arrière, un retrait subtil qui signalait une libération plutôt qu'une perte, et la bergère l'accepta par un petit changement de posture, sa tête s'abaissant juste assez pour reconnaître l'espace que Jack lui avait rendu. Buddy s'approcha d'elle le premier, attiré par l'instinct et la familiarité. Max suivant Daisy s'attardant juste un souffle derrière avant de combler la distance. Et quand la bergère se retourna et commença à s'enfoncer plus profondément dans la forêt, ils la suivirent sans hésitation, leurs petits corps progressivement engloutis par l'ombre et les branches, et Jack regarda jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus distinguer leur forme des arbres environnants, jusqu'à ce que la forêt les reprenne entièrement, et ce ne fut qu'alors qu'il se permit de s'agenouiller dans la neige. Le froid pressa à travers son pantalon, l'ancrant, le fixant dans le moment. Et il baissa la tête, non pas de chagrin, mais de reconnaissance, expirant lentement, profondément. Une respiration qu'il sentit quitter non seulement ses poumons, mais quelque chose de serré derrière ses côtes. Et Eleanor, observant de loin, sentit sa propre respiration coupée, ses doigts se resserrant brièvement contre son manteau, tandis qu'elle murmura le nom de son fils dans l'air immobile, non pas comme une supplique ou une lamentation, mais comme une présence. Et pour la première fois depuis qu'elle avait appris sa mort, le nom n'apportait pas de douleur, seulement de la chaleur. La certitude tranquille que l'amour une fois donné ne disparaissait pas quand il était relâché. Jack resta où il était un long moment. La forêt silencieuse autour de lui. Pas de bruit de pause, pas de froissement de mouvement, seulement le lent dépôt de la neige des branches au-dessus. Et alors qu'il se levait et se tournait vers la clairière, il se sentit plus léger, non pas vidé, mais équilibré, comme si une partie de lui-même qui avait été bloquée en mode de maintien avait été remise en circulation, libre de bouger à nouveau. Eleanor s'avança alors, comblant la distance entre eux. Ses yeux brillants mais stables, et elle posa brièvement une main sur l'épaule de Jack sans parler parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer, et ensemble ils retournèrent vers la cabane, ne laissant aucune marque, aucun signe de passage, faisant confiance à la forêt pour se souvenir de ce qui importait. Derrière eux, invisible, mais présente, la bergère s'arrêta une fois sur une élévation plus profonde dans les arbres, ses oreilles se rabattant vers la clairière, comme pour enregistrer le silence. Et puis elle continua, menant ses jeunes en avant, portant avec elle non pas une dette ou une obligation, mais d'une continuité. Et Jack Turner, ancien Navy SEAL, revint à travers la neige, sachant que lâcher prise ne lui avait pas appris quelque chose, mais avait rendu une partie de lui-même qu'il pensait perdue, et dans cette connaissance, ses pas se sentirent stables, déchargés, comme si la montagne elle-même avait reconnu son choix et l'avait trouvé suffisant. Le printemps arriva dans les montagnes sans cérémonie, non pas comme une transformation soudaine, mais comme un adoucissement graduel, la neige se retirant pousse par poussée des pins sud, l'air perdant son tranchant,
et le silence qui semblait autrefois lourd, portant maintenant les sons bas et vivants de l'eau se déplaçant sous la glace, et des oiseaux revenant prudemment aux branches familières. Et Jack Turner remarqua le changement, non par le calendrier, mais par la façon dont son corps bougeait plus facilement quand il sortait chaque matin, par la façon dont la cabane ne semblait plus être un endroit où il passait, mais un endroit qu'il habitait activement. Il restait dans les montagnes, non pas parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller, mais parce que pour la première fois depuis qu'il avait quitté la marine, rester semblait un choix plutôt qu'un évitement, et la cabane, autrefois réduite à l'essentiel, commença à se transformer lentement en autre chose. Toujours simple, toujours calme, mais ouverte, sa porte plus souvent entr'ouverte que fermée, sa table portant des provisions qui n'avaient rien à voir avec la mémoire et tout à voir avec le soin. L'idée d'une petite station de sauvetage n'arriva pas entièrement formée. Elle naquit de la nécessité et de la répétition. Un renard blessé amené par un randonneur, un chat de grange aux pieds gelés trouvé sous un abri, un faucon avec une aile endommagée se reposant brièvement avant d'être transféré dans la vallée. Et Jack géra chaque situation avec la même concentration mesurée qu'il donnait autrefois aux missions. Sauf que maintenant, le but n'était pas l'extraction ou l'achèvement, mais la stabilisation et le retour. Et cette différence importait parce qu'elle laissait de la place à la patience. Eleanor Brooks devint naturellement partie de ce nouveau rythme, sa présence stable et ancrée, arrivant avec des fournitures, des listes et un sens instinctif de ce qui était nécessaire avant qu'on ne le demande. Ses cheveux argentés toujours soigneusement arrangés, ses mouvements économiques, sa voix calme et ferme à parts égales, et ceux qui la rencontraient supposaient souvent qu'elle avait toujours fait ce travail, ne sachant pas qu'elle venait tout juste d'y entrer, non par ambition, mais par reconnaissance. Elle assuma le rôle d'organisatrice sans le nommer, gardant la trace des horaires de repas, coordonnant avec le vétérinaire de la ville et saluant chaque animal effrayé ou blessé avec la même assurance tranquille. Ses mains douces, sa posture légèrement penchée maintenant, mais non moins capable, et les bénévoles commençant à l'appeler affectueusement la grand-mère de la station, un titre qu'elle accepta avec un petit sourire privé. La ville changea à leur côté, non pas par de grandes déclarations, mais par de subtils changements. Plus de voitures ralentissant près de la route de montagne, plus de gens s'arrêtant pour demander plutôt que pour éviter. Des enfants arrivant avec des questions au lieu de la peur, et Sarah Whitman, grande, se racle la gorge et posée comme jamais, devint aussi une présence fréquente. Sa tresse parsemée de soleil à la fin du printemps, sa vision pratique équilibrant la constance d'Eleanor, les deux femmes travaillant ensemble avec une aisance née non de la similarité, mais du respect mutuel. Jack remarqua ces changements avec une tranquille satisfaction, ne s'en attribuant pas le mérite, ne se retirant pas non plus, restant simplement là où il était nécessaire, réparant les clôtures, agrandissant un petit abri derrière la cabane pour en faire un espace abrité pour des soins temporaires. Et bien que le travail fût exigeant, il ne le drainait pas comme son ancienne vie l'avait fait, parce que ce travail rendait quelque chose plutôt que de le prendre. La cabane ne résonnait plus quand Jack s'y déplaçait, non pas parce qu'elle était bondée, mais parce qu'elle contenait un but. Et le soir, quand le travail était fait, il s'asseyait souvent sur le porche, regardant la lumière changer sur les pentes, ressentant un sentiment de complétude qui ne nécessitait pas d'explication. Et Eleanor aussi changea de manière qu'elle n'annonça pas, dormant plus profondément, riant plus facilement. La lumière du porche de sa maison toujours allumée chaque nuit, mais non plus comme une veillée, maintenant plus comme une invitation, et quand elle parlait de son fils, c'était sans la distance prudente qu'elle maintenait autrefois. Sa mémoire intégrée plutôt qu'isolée, une partie de sa vie plutôt que son absence définissante. La station de sauvetage devint connue tranquillement, non annoncée, non formelle, mais efficace.
Et Jack comprit que sa force résidait précisément dans sa modestie, dans son refus de devenir quelque chose de performatif, parce que ce qui guérissait le plus profondément le faisait souvent sans témoin. Un après-midi, alors que les dernières plaques de neige fondaient dans le sol et que l'eau traçait des lignes argentées sur les collines, Jack se tenait devant la cabane, ajustant un portail, quand quelque chose sur la crête lointaine attira son attention. 3 silhouettes se découpant sur le ciel, immobiles et indubitablement, et sa respiration s'immobilisa alors que la reconnaissance s'installait sans urgence ni choc. Buddy se tenait le premier, plus grand maintenant, sa large poitrine et sa posture confiante et indubitable même à distance. Max à côté de lui, plus mince, plus anguleux, sa posture alerte mais composée, et Daisy légèrement derrière, sa silhouette encore plus petite, mais sa présence stable, sa tête levée, les oreilles en avant. Et ils ne bougèrent pas vers la cabane, ne descendirent pas la pente. Ils se tinrent simplement là à regarder saints entiers exactement là où ils étaient censés être. Jack ne s'avança pas, n'appela pas, n'atteignit pas les jumelles reposant à proximité, parce que la distance faisait partie de l'accord, et il sourit alors, non largement, non avec triomphe, mais avec une chaleur tranquille qui se répandit dans sa poitrine, parce que la vue devant lui confirmait ce qu'il avait cru sans preuve, que rendre quelque chose à sa juste place n'effaçait pas la connexion, elle l'honorait. Eleanor remarqua son immobilité et suivit son regard. Et quand elle vit les 3 chiens sur la crête, elle posa légèrement sa main sur son bras, ne disant rien, parce que les mots auraient été insuffisants, et ils se tinrent ensemble dans l'air doux du printemps, partageant le moment sans possession. Après un temps, les 3 silhouettes se tournèrent comme une seule et se déplacèrent vers les hauteurs, disparaissant au-delà de la courbe de la colline, et Jack regarda jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer leur forme des arbres environnants, jusqu'à ce que la forêt les reprenne entièrement, et ce ne fut qu'alors qu'il se permit de s'enfoncer sur un genou dans la neige. Le froid pressa à travers son pantalon, l'ancrant, le fixant dans le moment, et il baissa la tête, non pas de chagrin, mais de reconnaissance, expirant lentement, profondément. Une respiration qu'il sentit quitter non seulement ses poumons, mais quelque chose de serré derrière ses côtes. Et Eleanor, observant de loin, sentit sa propre respiration coupée, ses doigts se resserrant brièvement contre son manteau, tandis qu'elle murmura le nom de son fils dans l'air immobile, non pas comme une supplique ou une lamentation, mais comme une présence. Et pour la première fois depuis qu'elle avait appris sa mort, le nom n'apportait pas de douleur, seulement de la chaleur. La certitude tranquille que l'amour une fois donné ne disparaissait pas quand il était relâché. Jack resta où il était un long moment, la forêt silencieuse autour de lui. Pas de bruit de pause, pas de bruissement de mouvement, seulement le lent dépôt de la neige des branches au-dessus. Et alors qu'il se levait et se tournait vers la clairière, il se sentit plus léger, non vidé, mais équilibré, comme si une partie de lui-même qui avait été bloquée en mode de maintien avait été remise en circulation, libre de bouger à nouveau. Eleanor s'avança alors, comblant la distance entre eux, ses yeux brillants mais stables, et elle posa une main brièvement sur l'épaule de Jack, sans parler, parce qu'il n'y avait rien de plus à expliquer, et ensemble ils retournèrent vers la cabane, ne laissant aucune marque, aucun signe de passage, faisant confiance à la forêt pour se souvenir de ce qui importait. Derrière eux, invisible, mais présente, la bergère s'arrêta une fois sur une élévation plus profonde dans les arbres, ses oreilles se rabattant vers la clairière comme pour enregistrer le silence. Et puis elle continua, menant ses jeunes en avant, portant avec elle non pas une dette ou une obligation, mais une continuité. Et Jack Turner, ancien Navy SEAL, revint à travers la neige, sachant que lâcher prise ne lui avait pas pris quelque chose, mais avait rendu une partie de lui-même qu'il pensait perdue. Et dans cette connaissance, ses pas se sentirent stables, déchargés,
comme si la montagne elle-même avait reconnu son choix et l'avait trouvé suffisant. Le printemps arriva dans les montagnes sans cérémonie, non pas comme une transformation soudaine, mais comme un adoucissement graduel, la neige se retirant pouce par pouce des pentes sud, l'air perdant son tranchant, et le silence qui semblait autrefois lourd, portant maintenant les sons bas et vivants de l'eau se déplaçant sous la glace, et des oiseaux revenant prudemment aux branches familières. Et Jack Turner remarqua le changement, non par le calendrier, mais par la façon dont son corps bougeait plus facilement quand il sortait chaque matin, par la façon dont la cabane ne semblait plus être un endroit où il passait, mais un endroit qu'il habitait activement. Il resta dans les montagnes, non pas parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller, mais parce que pour la première fois depuis qu'il avait quitté la marine, rester semblait un choix plutôt qu'un évitement, et la cabane, autrefois réduite à l'essentiel, commença à se transformer lentement en quelque chose d'autre. Toujours simple, toujours calme, mais ouverte. Sa porte plus souvent entr'ouverte que fermée. Sa table portant des provisions qui n'avaient rien à voir avec la mémoire et tout à voir avec le soin. L'idée d'une petite station de sauvetage n'arriva pas entièrement formée. Elle naquit de la nécessité et de la répétition. Un renard blessé amené par un randonneur, un chat de grange aux pieds gelés trouvé sous un abri, un faucon avec une aile endommagée se reposant brièvement avant d'être transféré dans la vallée. Et Jack géra chaque situation avec la même concentration mesurée qu'il donnait autrefois aux missions. Sauf que maintenant le but n'était pas l'extraction ou l'achèvement, mais la stabilisation et le retour. Et cette différence importait parce qu'elle laissait de la place à la patience. Eleanor Brooks devint naturellement partie de ce nouveau rythme, sa présence stable et ancrée, arrivant avec des fournitures, des listes et un sens instinctif de ce qui était nécessaire avant qu'on ne le demande. Ses cheveux argentés toujours soigneusement arrangés, ses mouvements économiques, sa voix calme et ferme à parts égales, et ceux qui la rencontraient supposaient souvent qu'elle avait toujours fait ce travail, ne sachant pas qu'elle venait tout juste d'y entrer, non par ambition, mais par reconnaissance. Elle assuma le rôle d'organisatrice sans le nommer, gardant la trace des horaires de repas, coordonnant avec le vétérinaire de la ville et saluant chaque animal effrayé ou blessé avec la même assurance tranquille. Ses mains douces, sa posture légèrement penchée maintenant, mais non moins capable, et les bénévoles commencèrent à l'appeler affectueusement la grand-mère de la station, un titre qu'elle accepta avec un petit sourire privé. La ville changea à leur côté, non pas par de grandes déclarations, mais par de subtils changements. Plus de voitures ralentissant près de la route de montagne, plus de gens s'arrêtant pour demander plutôt que pour éviter. Des enfants arrivant avec des questions au lieu de la peur. Et Sarah Whitman, grande se racle la gorge et posée comme jamais, devint aussi une présence fréquente. Sa tresse parsemée de soleil à la fin du printemps, sa vision pratique équilibrant la constance d'Eleanor, les deux femmes travaillant ensemble avec une aisance née non de la similarité, mais du respect mutuel. Jack remarqua ces changements avec une tranquille satisfaction, ne s'en attribuant pas le mérite, ne se retirant pas non plus, restant simplement là où il était nécessaire, réparant les clôtures, agrandissant un petit abri derrière la cabane pour en faire un espace abrité pour des soins temporaires. Et bien que le travail fût exigeant, il ne le drainait pas comme son ancienne vie l'avait fait, parce que ce travail rendait quelque chose plutôt que de le prendre. La cabane ne résonnait plus quand Jack s'y déplaçait, non pas parce qu'elle était bondée, mais parce qu'elle contenait un but. Et le soir, quand le travail était fait, il s'asseyait souvent sur le porche, regardant la lumière changer sur les pentes, ressentant un sentiment de complétude qui ne nécessitait pas d'explication. Et Eleanor aussi changea de manière qu'elle n'annonça pas, dormant plus profondément, riant plus facilement. La lumière du porche de sa maison toujours allumée chaque nuit, mais non plus comme une veillée, maintenant plus comme une invitation, et quand elle parlait de son fils, c'était sans la distance prudente qu'elle maintenait autrefois.
sa mémoire intégrée plutôt qu'isolée, une partie de sa vie plutôt que son absence définissante. La station de sauvetage devint connue tranquillement, non annoncée, non formelle, mais efficace. Et Jack comprit que sa force résidait précisément dans sa modestie, dans son refus de devenir quelque chose de performatif, parce que ce qui guérissait le plus profondément le faisait souvent sans témoin. Un après-midi, alors que les dernières plaques de neige fondaient dans le sol et que l'eau traçait des lignes argentées sur les collines, Jack se tenait devant la cabane, ajustant un portail, quand quelque chose sur la crête lointaine attira son attention. 3 silhouettes se découpant sur le ciel, immobiles et indubitablement, et sa respiration s'immobilisa alors que la reconnaissance s'installait sans urgence ni choc. Buddy se tenait le premier, plus grand maintenant, sa large poitrine et sa posture confiante indubitable même à distance. Max à côté de lui, plus mince, plus anguleux, sa posture alerte mais composée, et Daisy légèrement derrière, sa silhouette encore plus petite, mais sa présence stable, sa tête levée, les oreilles en avant. Et ils ne bougèrent pas vers la cabane, ne descendirent pas la pente. Ils se tinrent simplement là à regarder saints entiers exactement là où ils étaient censés être. Jack ne s'avança pas, n'appela pas, n'atteignit pas les jumelles reposant à proximité, parce que la distance faisait partie de l'accord, et il sourit alors, non largement, non avec triomphe, mais avec une chaleur tranquille qui se répandit dans sa poitrine, parce que la vue devant lui confirmait ce qu'il avait cru sans preuve. Que rendre quelque chose à sa juste place n'effaçait pas la connexion, elle l'honorait. Eleanor remarqua son immobilité et suivit son regard. Et quand elle vit les 3 chiens sur la crête, elle posa légèrement sa main sur son bras, disant rien, parce que les mots auraient été insuffisants, et ils se tinrent ensemble dans l'air doux du printemps, partageant le moment sans possession. Après un temps, les 3 silhouettes se tournèrent comme une seule et se déplacèrent vers les hauteurs, disparaissant au-delà de la courbe de la colline, et Jack regarda jusqu'à ce qu'ils soient partis, puis retourna à son travail sans lourdeur, le sourire persistant, parce que le bonheur, il le comprit maintenant, ne s'annonçait pas toujours avec joie. Parfois, il arrivait comme un équilibre, comme l'absence de regret. La station continua, la ville continua, et Jack Turner continua avec eux, ne cherchant pas de but, ne courant pas après la rédemption, simplement vivant en accord avec ce qu'il avait appris. Que certaines choses entrent dans nos vies non pas pour être retenues, mais pour nous rappeler comment lâcher prise sans nous perdre. Et dans cette compréhension, les montagnes semblèrent moins isolantes, la cabane moins petite, et le calme qui s'installait chaque soir ne sembla plus vide, mais plein. Parfois, un miracle n'arrive pas comme le tonnerre ou la lumière du ciel. Parfois, il vient tranquillement, par un choix fait comme personne ne regarde, par un cœur qui décide de ne pas se détourner. Dieu souvent travaille de cette manière dans nos vies quotidiennes, non pas en retirant toute douleur à la fois, mais en plaçant un moment devant nous où l'amour est possible et en nous faisant confiance pour agir. En choisissant la compassion, la patience et le courage, nous ouvrons une petite porte par laquelle la grâce peut entrer, non seulement changeant les vies que nous touchons, mais guérissant des parties de nous-mêmes que nous pensions perdues. Si cette histoire vous a parlé, prenez un moment pour la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous ce qu'elle a remué dans votre cœur. Et envisagez de vous abonner à la chaîne afin que ces histoires tranquilles puissent continuer à atteindre ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches, vous protège et vous donne la force de reconnaître les miracles qui apparaissent dans les moments ordinaires chaque simple